Bonsoir, merci d'être là. Alors oui, quelques mots d'abord sur la conférence en tant que telle, pourquoi elle est organisée. Donc la Fondation Chirac en fait s'intéresse à plusieurs pôles d'action et notamment un qui est la lutte contre la déforestation et la désertification. Et dans ce cadre-là, elle a développé une action de sensibilisation par le biais de ces conférences auprès des étudiants architectes, puisque voilà, comme le disait Monsieur Rollet, le bois est en partie extrait des forêts pour aller vers le bâti. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle m'a demandé d'intervenir pour ces conférences. Alors au départ, moi j'étudiais les singes, plus particulièrement les orang-outans dans la forêt de Bornéo, et c'est en étudiant les orang-outans que je me suis sensibilisée plus spécifiquement à la question de la déforestation, donc la déforestation au sens large. Et à partir de là, donc j'ai commencé à travailler de manière plus précise sur cette question, donc sur les enjeux, les causes, les conséquences de cette exploitation forestière dont je vais vous parler un petit peu. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous montrer ce que c'est qu'une forêt, ou en tout cas de vous apporter quelques éléments. Et pourquoi aujourd'hui on parle tellement de déforestation et qu'on essaye tellement de tirer la sonnette d'alarme, en quoi ces forêts sont particulièrement importantes et pourquoi il faut être particulièrement vigilant quand on achète du bois, et vous serez les premiers concernés. L'idée, évidemment, je vous le redirai, c'est pas d'arrêter d'acheter du bois, mais d'être vigilant et de faire attention à ce qu'on achète. Et on peut aujourd'hui avoir des renseignements précis sur d'où vient le bois, comment il a été exploité, etc. Alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu des forêts. Alors, des forêts au pluriel, parce que la forêt, c'est pas une unité. Les forêts sont particulièrement diversifiées. Donc vous avez, on va dire, trois types majeurs de forêts. D'un côté, les forêts tropicales, dont vous voyez un exemple ici avec une forêt à Sumatra. Là, on est dans de la forêt équatoriale, même on est au niveau de l'équateur, avec des forêts très touffues, avec énormément d'étages différents, avec des arbres qui peuvent aller jusqu'à 60-70 mètres de hauteur, une canopée, donc un toit au niveau de la forêt qui est continu, qui laisse très peu passer la lumière. Donc là, on est dans une forêt équatoriale typique. Donc vous avez les forêts tropicales équatoriales qui forment un énorme bloc au niveau de la planète. Vous avez les forêts boréales qui sont l'autre grand type de forêt, et les forêts tempérées. Alors pareil, au niveau des forêts, dans chacune des trois grandes catégories, vous avez une grande diversité aussi. Alors là, par exemple, on est toujours en forêt tropicale, mais là, on est dans une forêt qu'on appelle une forêt de mangrove. Donc ce sont des forêts qui sont relativement basses, qui dépassent rarement les 20 mètres de haut, et c'est essentiellement des palmiers et des arbres qu'on appelle les palétuviers, qui sont ces arbres-là. Et c'est une forêt qui a les pieds dans l'eau, et en particulier dans l'eau saumâtre. Et c'est des forêts qui sont au niveau des estuaires, le long des fleuves. Et si elles sont petites, avec des arbres qui sont relativement peu exploités pour le bois d'œuvre, elles sont quand même énormément coupées. Alors pour du bois de chauffe, et aussi pour installer notamment des fermes à crevettes. Et crevettes qui partent à l'exportation pour les pays du Nord. Et c'est une forêt qui est aussi particulièrement menacée, et elle est très importante parce qu'elle forme des barrières contre les intempéries, contre les tempêtes tropicales par exemple, contre éventuellement les tsunamis aussi. Et en plus, elles abritent énormément d'espèces animales et aussi végétales, et des espèces qui sont beaucoup exploitées par les hommes, comme les crustacés, les poissons. Et elles permettent à un certain nombre de personnes dans le monde de survivre ou de vivre. Alors après, on a un autre type de forêt qui est beaucoup moins vert, beaucoup moins chlorophyllien, et qui pourtant est aussi une forêt tropicale, et qui est une forêt qu'on appelle sèche, avec très peu de feuilles, ou en tout cas très peu de feuilles à certaines saisons, voire pas du tout de feuilles à certaines saisons. Et là, on est par exemple dans le sud de Madagascar,
Et ces forêts dans le sud de Madagascar se caractérisent par la présence d'espèces de plantes qui sont endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent que là, qu'on ne trouve que là. Alors, on les voit vaguement derrière, ça ressemble un peu à des sortes de cactus. En fait, c'est une famille qu'on appelle les Didiéracées et qu'on appelle plus communément les arbres pieuvres. Donc voilà encore un autre type de forêt tropicale. Là, on passe dans un autre milieu, en zone tempérée, mais en zone tempérée humide. On est sur l'île de Yakushima, qui est une île au sud de l'archipel japonais. Et vous êtes dans une forêt de tsugi qui sont en fait des cryptomérias, des conifères. Et sur cette île, les tsugi sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont plurimillénaires et en plus parce qu'ils sont sacrés. Il y a une relation très forte entre les Japonais et la faune et la flore, et particulièrement avec certaines espèces, et notamment ces arbres. Alors ce qu'on voit un peu éclairé, en réalité c'est une souche d'un tsugi qui était particulièrement âgé et qui a été exploité au XIXe siècle, à une époque où on les exploitait encore. Et depuis, à l'intérieur de cette souche, en fait, a été aménagé un petit hôtel dans lequel les Japonais viennent faire des offrandes. Alors, les tsugi, les cryptomérias, sont des arbres qui poussent à l'état naturel au Japon et qui sont particulièrement intéressants parce que quasiment imputrescibles, parce qu'ils fabriquent énormément de résine. Donc, ils ont beaucoup été utilisés depuis très très longtemps, notamment pour faire les tuiles des temples. Parce que justement leur propriété faisait qu'ils étaient très résistants aux intempéries. Et aujourd'hui, il y a énormément de plantations de tsugi à travers le Japon, pour diverses utilisations, mais notamment pour le bois d'œuvre. Alors, et le dernier type de forêt, qui est aussi une forêt essentiellement de conifères avec quelques autres essences comme les bouleaux par exemple, c'est ce grand bandeau de forêt qu'on trouve tout au nord, qu'on appelle la forêt boréale ou la taïga, et qui est le deuxième plus grand bloc forestier après les forêts tropicales. Alors ces forêts, pourquoi sont-elles particulièrement intéressantes ? Parce qu'elles abritent énormément d'espèces. En gros, 60% de ce qu'on appelle la biodiversité se niche à l'intérieur de ces forêts. Et si on ne prend que les forêts tropicales, on a 50% de la biodiversité mondiale qui se trouve à l'intérieur de ces forêts tropicales. Et c'est particulièrement révélateur. Enfin, quand vous allez dans une forêt tropicale, ça grouille de vie. Vous la voyez pas forcément, mais vous la devinez. Et les essences et les espèces de plantes, vous en avez des centaines à l'hectare. C'est ce qu'on trouve typiquement, par exemple, dans les forêts d'Asie du Sud-Est ou en Amazonie. Alors, on parle beaucoup de biodiversité, d'autant plus que cette année a été l'année de la biodiversité. Enfin, elle l'est encore un petit peu jusqu'au 31 décembre, mais souvent on ne connaît pas forcément ce qui se cache derrière ce terme de biodiversité. En réalité, on a inventé ce terme un peu scientifique dans les années 80, qui n'est autre que la même chose qu'un synonyme de la nature ou que le monde du vivant. Et la biodiversité, souvent, on l'assimile à une liste d'espèces qui vit dans un milieu donné. Donc, comme par exemple ici, vous êtes dans les forêts d'Afrique centrale avec un chimpanzé, des petits champignons un peu étranges et des perroquets gris du Gabon. Donc là, vous avez un aspect de la biodiversité qui est cet inventaire d'espèces. Mais la biodiversité, c'est deux autres choses qui sont tout aussi importantes. C'est la diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce. Et il faut savoir que forcément, plus la diversité génétique est faible, plus une espèce aura des risques de disparaître à court terme ou moyen terme. Donc c'est un paramètre qui est essentiel quand on veut essayer de préserver un écosystème. Et le troisième paramètre qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle la diversité écosystémique. Et en fait, c'est toutes les relations que les espèces vont entretenir entre elles. Relations de prédation, de mutualisme, de parasitisme, etc. Et c'est au moins aussi important, voire plus important que la quantité d'espèces qui vit dans un milieu. Mais la biodiversité, donc...
c'est ce foisonnement de vie, ce foisonnement d'espèces. Alors dans ce foisonnement, on trouve énormément de choses qui peuvent par exemple nous être utiles. Quand on pense à l'utilisation de la biodiversité, et notamment dans les forêts, on va par exemple penser aux plantes médicinales ou à d'autres utilisations de ce type, soit des plantes, soit des animaux. Alors c'est vrai qu'on utilise, et aujourd'hui les entreprises pharmaceutiques vont de plus en plus se servir, notamment dans les forêts tropicales, elles vont à la recherche de nouvelles molécules qui peuvent les intéresser pour de futurs médicaments. Donc ça, c'est peut-être l'aspect qui saute le plus aux yeux. Mais la biodiversité, elle est utile dans plein d'autres domaines. Et elle rend ce qu'on appelle notamment des services et des services écosystémiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces services écosystémiques? C'est par exemple le traitement de l'eau. Il faut savoir par exemple qu'une forêt, c'est un filtre naturel. Et l'eau qui va circuler, la pluie qui va arriver, les rivières, etc., vont être filtrées par le sol, par les plantes, ces plantes, ce sol va retenir une partie, voire une grande partie des polluants, et à la sortie, vous avez une eau qui a été épurée. Alors c'est particulièrement important et on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui avec les différentes pollutions qui peuvent exister. Et ce rôle a été mis en valeur par l'expérience d'une ville qui n'est pas des moindres, qui est la ville de New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la ville de New York puisait son eau potable dans tout un système qui prenait sa source dans des montagnes qui s'appellent les montagnes Catskill, qui étaient des montagnes très boisées. Et sauf que petit à petit, tout autour de ces montagnes, la forêt a été coupée, on a installé de l'agriculture et notamment de l'agriculture industrielle avec énormément de pesticides, énormément d'engrais. Et petit à petit, l'eau a été de plus en plus polluée, les rivières, les fleuves et évidemment l'eau au robinet chez les New-Yorkais. Et au XXe siècle, s'est posé la question, puisque il était devenu totalement impossible de boire l'eau au robinet, enfin l'eau qui était normalement censée être une eau pure au départ. Et donc la mairie s'est demandé ce qu'elle devait faire. La première solution, c'était évidemment de construire une station d'épuration. Alors, quand le devis a été établi, il était relativement faramineux. Si je ne me trompe pas, c'est 8 milliards de dollars de construction de cette station d'épuration. Et la mairie a quand même essayé de chercher des solutions alternatives et finalement, ils ont décidé de restaurer les écosystèmes, restaurer la forêt autour des montagnes Catskill. Donc petit à petit, ils ont racheté des terres, ils ont incité les agriculteurs à passer au bio, à moins utiliser, voire plus utiliser du tout de pesticides et d'engrais, à replanter la forêt. Et alors ça a pris peut-être plus de temps qu'une station d'épuration, mais en quelques années, les effets se sont fait sentir et aujourd'hui, les habitants de New York peuvent à nouveau boire l'eau du robinet et ont surtout une eau de très très grande qualité. Ils ont retrouvé l'eau qui faisait la réputation de New York il y a plus d'un siècle. Donc voilà, on a redonné à la biodiversité sa valeur et son rôle d'épuration de l'eau. Donc ça, c'est un exemple, mais on pourrait en citer énormément d'autres. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la biodiversité, c'est pas uniquement les animaux et les plantes, c'est aussi les hommes, c'est aussi les cultures de ces hommes. Et dans les forêts, justement, vivent encore énormément de gens. Les forêts, alors toutes forêts confondues, abritent encore 350 millions de personnes dans le monde, ce qui est quand même relativement important. Alors, à travers quelques photos, je vais vous emmener plus particulièrement dans un endroit qui est le sud du Cameroun, le sud-est du Cameroun, où vivent encore des populations pygmées et plus particulièrement des populations Baka. Et ces populations ont la particularité de vivre encore avec la forêt et de la forêt de manière presque totalement traditionnelle, comme elles en avaient l'habitude depuis des milliers d'années, voire beaucoup plus. Alors les Bakas sont en fait ce qu'on appelle plus globalement un peuple de chasseurs-cueilleurs, donc qui, comme le nom l'indique, vivent de la chasse et de la cueillette. Alors les Bakas sont grosso modo aujourd'hui de 30 000 à 40 000.
et sont localisés essentiellement dans le sud-est du Cameroun. Alors, ces chasseurs-cueilleurs, en général, on les qualifie de nomades, on devrait plutôt dire semi-nomades, parce que certes, ils se déplacent et ils changent de campement régulièrement, mais tout ça au sein d'une zone de forêt donnée. Et pourquoi est-ce qu'ils changent? Tout simplement pour ne pas épuiser les ressources dans un endroit donné, puisqu'ils chassent, ils cueillent, mais évidemment, quand on est une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes dans un endroit, très vite les ressources s'amenuisent. Et pour pas arriver aux limites de la zone dans laquelle ils vivent, aux limites de l'écosystème, quand ils sentent que les ressources commencent à diminuer, ils font leur bagage et ils repartent et ils vont à 1 journée, 2 journées de marche de là, ils réétablissent un autre campement pour laisser l'endroit qui viennent où ils étaient auparavant se refaire en fait et pouvoir continuer à produire autant de ressources quand ils y retourneront, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Alors les chasseurs-cueilleurs, et notamment les pygmées Baka ou les pygmées de manière générale, parce que vous avez énormément d'ethnies pygmées en Afrique centrale, les Effés, les Mbouti, les Mbengele, les Aka, certains archéologues estiment que leur présence remonte à presque 100 000 ans. Donc c'est vraiment une présence très forte et très ancienne dans ces forêts. Et alors, comme je vous le disais, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les rôles sont répartis en fonction des sexes. Donc, il y a un véritable partage des tâches. Les hommes s'occupent de la chasse. Alors là, vous avez sur le côté gauche un adolescent qui commence tout juste à participer à la chasse avec les adultes, qui ramène une mangouste sur son dos. Tout en bas, vous avez un rat de Gambie qui a été attrapé. Alors les Baka chassent encore de manière totalement traditionnelle, c'est-à-dire à la lance. Vous en avez d'autres qui chassent avec des filets et parfois éventuellement avec des armes, mais évidemment avec les armes, il faut acheter les cartouches et ça coûte très cher. Et donc ils préfèrent en général garder leur mode de chasse totalement traditionnel. Alors pourquoi les femmes ne chassent pas? D'abord parce que le partage des tâches est quand même quelque chose de très historique et culturel, mais ensuite parce que toucher le sang est quelque chose et manipuler des animaux morts est absolument tabou dans la culture pygmée. Mais les hommes ne participent pas uniquement à la chasse, ils récoltent aussi, et ils récoltent uniquement un produit qui est le miel. Alors pourquoi est-ce que le miel, ce sont les hommes qui s'en occupent? Parce que c'est une récolte qui est souvent assez dangereuse, puisque les abeilles, d'abord elles piquent, il y a des abeilles qui piquent et des abeilles qui piquent pas, et en fonction il y a 2 catégories et qui se traduisent par 2 noms différents en langue Baka, mais surtout elles installent leurs essaims souvent à la cime des arbres, donc ça peut être à 20, 30, 40 mètres de haut. Et évidemment, ils ont des outils rudimentaires pour aller grimper aussi haut et pour déloger les rayons avec le miel. Et ça se traduit en fait par une liane qui passe autour de la taille et autour de l'arbre, et ils grimpent simplement avec cette liane sans aucune autre protection. Ils enfument ensuite l'intérieur du tronc d'arbre dans lequel les abeilles ont élu domicile, et ils récupèrent les rayons avec le miel. Et l'autre caractéristique très intéressante chez les populations pygmées, c'est que vous êtes chez une société qui est très égalitaire, dans le sens où il n'y a pas de chef, il y a simplement un doyen à qui on va se référer quand on doit prendre une décision importante, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie, chacun a son rôle, chacun a son mot à dire, les femmes comme les hommes. Et ça se traduit aussi au niveau des possessions, c'est-à-dire que tout appartient à tout le monde et à personne en même temps. Les possessions sont évidemment réduites au strict minimum, puisque ils doivent souvent bouger en forêt, et c'est quand même difficile de se mouvoir dans ces forêts tropicales. En plus, il fait très chaud. Ils marchent pieds nus, c'est des sols qui sont très accidentés souvent. Et donc les possessions sont réduites vraiment à un minimum, à quelques casseroles que tout le monde se partage, et ce sont uniquement les femmes qui portent dans leur grande hotte toutes ces possessions. Quand on passe d'un campement à l'autre, les hommes ne portent que leur lance. Alors
vous pouvez dire, oh, c'est pas très juste, pour une société soi-disant égalitaire, mais en réalité, il y a une raison derrière, c'est que dans ces forêts, jusqu'à assez récemment, vivaient encore énormément d'éléphants et de gorilles, entre autres. Alors pourquoi ces deux espèces-là? Parce que les pygmées les rencontraient assez régulièrement. Et quand on tombe sur une population, enfin sur un petit troupeau d'éléphants, voire même un seul éléphant, en général, le plus effrayé, c'est pas forcément l'humain, c'est souvent l'éléphant. Et l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait quand il est effrayé? Il charge. Et donc, pourquoi les hommes ne portent pas la hotte ou les enfants? Tout simplement parce que il faut qu'ils puissent réagir s'il y a un danger qui se présente. Et donc, ils ont que la lance pour protéger le reste du groupe et éventuellement récupérer un dîner au passage si l'occasion se présente. Et donc, on a parlé des hommes. Les femmes, elles, vont s'occuper de la cueillette. Et là intervient un véritable savoir encyclopédique de la forêt, alors qui est aussi partagé par les hommes, mais c'est les femmes qui vont chercher les différentes plantes. Alors chez les Baka, il y a une consommation, une utilisation d'environ 650 espèces de plantes et de parties de plantes différentes. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait penser que la majeure partie des plantes sont utilisées pour la consommation. Or, il n'y en a que 14% de ces 650 qui sont consommées. Vous en avez 60% qui sont, elles, utilisées comme plantes médicinales. Donc c'est vraiment le gros de l'utilisation des plantes et des ressources de la forêt. Et les 36% restants sont utilisés dans ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire la fabrication d'objets, j'y reviendrai juste après. Et puis après, vous avez évidemment des juxtapositions d'usage. Certaines plantes vont être utilisées à la fois pour faire par exemple un poison, pour assommer les poissons, pour mieux les pêcher ou les pêcher plus facilement. Vous avez aussi des plantes décoratives pour faire des bijoux, etc. Et c'est un véritable savoir encyclopédique quand ils ont besoin par exemple de colle pour coller leur papier d'identité, ce qui est arrivé quand on était sur place. Au lieu d'aller chercher un tube de colle, ils ont été chercher un fruit, un petit fruit orange qui s'appelle le Leka pépé. Et ce petit fruit a une pulpe transparente. Et quand on récupère la pulpe, ça sert de colle comme notre tube de colle. Et c'est plutôt assez efficace. La même chose quand on a besoin d'un lien assez fort pour, par exemple, attacher la hotte sur le dos. Là, c'est l'écorce d'un arbre qui fait office de cette bandoulière. L'écorce de cet arbre est aussi suffisamment solide pour servir, par exemple, de balançoire aux enfants. Et tout est comme ça. À chaque usage, vous avez une plante ou deux plantes qui font l'affaire. Et c'est vraiment, enfin, il y a une connaissance absolument incroyable des différentes ressources que peut fournir la forêt. Alors les femmes s'occupent de la cueillette des plantes, des fruits, etc. Mais elles s'occupent aussi de la pêche. Alors la pêche se pratique en général en faisant des petits barrages relativement peu espacés. Et entre deux barrages, les femmes vont écoper, elles vont enlever toute l'eau. Et dans la boue qui va rester, elles vont récupérer les crevettes, les poissons. Et là, sur la photo, en fait, cette jeune fille avait trouvé dans la berge un petit trou d'aération d'un crabe. Et donc, à la machette, elle a creusé de plus d'1 mètre à l'intérieur de la berge pour récupérer un crabe qui a fini dans la genre de bouillabaisse du soir. Et alors là, justement, par rapport à la nourriture, la société égalitaire intervient aussi dans le sens où quand il y a suffisamment de nourriture qui est récoltée, par exemple suffisamment de miel ou une proie suffisamment grosse, elle va être amenée au campement et tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément de la même famille, va récupérer un morceau. Donc il y a vraiment un partage qui est fait de manière totalement égalitaire. Alors par contre, si les hommes vont récolter qu'un tout petit peu de miel, ils vont en général le consommer sur place et ils vont rien ramener. Ça va être leur récompense pour les efforts fournis. Ou si, comme on l'a vu sur une des photos, l'un des hommes ne chasse qu'un rat de Gambie, là, il va le partager entre les membres de sa propre famille, mais il ne va pas le partager au reste de la communauté qui comprend entre 20 et 50 personnes.
Alors vous avez aussi parmi justement je vous parlais tout à l'heure de culture matérielle, parmi les plantes qui sont très intéressantes, vous avez cette feuille qui s'appelle la feuille de Ngongo, qui est un peu le couteau suisse des Baka et des autres populations de pygmées en Afrique centrale. C'est une feuille herbacée qui est plus ou moins grande selon les espèces et qui sert absolument à tout. Alors sur la photo de gauche, en fait, elle sert à faire un petit baluchon dans lequel on a mis du miel. L'autre petit baluchon contient des champignons. En haut, elle est utilisée pour faire un verre. On l'utilise pour faire différents récipients, pour écoper justement quand on participe à la pêche. Les écorces sont utilisées, l'écorce de la tige est utilisée pour tisser des nattes et des hottes et des paniers. C'est vraiment la plante à tout faire. Et les feuilles qui sont particulièrement grandes et résistantes sont utilisées pour faire les tuiles de ce qu'on appelle le mungulu, qui est en fait une sorte d'igloo et qui est l'habitation en forêt des populations pygmées. Et donc ils mettent une bonne centaine de feuilles, ils recouvrent d'une bonne centaine de feuilles cette armature faite avec des tiges souples, et ce qui permet de rendre l'intérieur de cette petite hutte totalement étanche. Et là encore, c'est une tâche qui est uniquement dédiée aux femmes. Alors, l'utilisation des plantes et des produits de la forêt ne s'arrête pas à la vie quotidienne, aux besoins quotidiens, mais va plus loin et s'immisce aussi dans ce qui est la vie spirituelle des pygmées et des Baka en particulier. Alors, comment est-ce que ça se passe ? En fait, chez les pygmées, vous êtes dans une structure de type animiste, et donc quand vous avez des ancêtres qui disparaissent, ils deviennent esprits et rejoignent la population d'esprits qui vit à l'intérieur de la forêt. Et ces esprits vivent exactement comme les Baka, c'est-à-dire avec des petites huttes au sein de campements à l'intérieur de la forêt. Ils chassent, ils pêchent, ils cueillent, exactement de la même façon, sauf que ils sont pas habillés, ils vivent totalement nus. Et de temps en temps, ils viennent rendre visite aux populations Baka. Et seulement, ils sont timides, donc ces esprits, il faut leur fournir des vêtements. Et donc, quand un campement veut attirer un esprit dans sa petite communauté, pendant toute l'après-midi, en général, c'est plutôt les enfants et les adolescents qui vont s'atteler à fabriquer une sorte de grande jupe avec des feuilles de palmier raffia. Et ils vont en profiter pour se faire aussi un tas de déguisements avec ces feuilles de palmier et cette espèce de grand pagne. Ils vont l'accrocher au loin, un peu en dehors du campement, dans la forêt. Et le soir, le rituel pour attirer l'esprit peut commencer. Alors, c'est un rituel qu'on appelle le rituel du B. Les esprits, ça s'appelle les Mé, M-E. Et pourquoi on attire les esprits ? Par exemple, pour favoriser une chasse, pour rendre la chasse plus facile le lendemain. Alors comment est-ce que ça se passe ? Pour attirer l'esprit, il faut le séduire. Et pour le séduire, les femmes vont chanter. Elles vont entonner des polyphonies qui sont particulièrement étonnantes. Et alors si les polyphonies sont suffisamment séduisantes, l'esprit va se rapprocher du campement et va commencer à parler. Et en fait, chaque esprit a un gardien, qui est quelqu'un du village, quelqu'un de bien vivant, qui est le seul à pouvoir communiquer par les rêves avec cet esprit. Et donc, une fois que cet esprit est séduit, il se rapproche du village et il commence à parler et le gardien va lui répondre. Et donc il y a un dialogue qui s'instaure et si ça fonctionne, l'esprit va arriver vêtu de ce pagne en feuilles de palmier raffia et va commencer à danser au son des polyphonies féminines. Et alors c'est pas anecdotique parce que pour les Baka c'est particulièrement important. Vous avez des rituels de l'esprit qui sont dédiés à chacune des grandes étapes de la vie et du quotidien. Et alors, par exemple, pour la chasse, on va entonner un rituel et les polyphonies féminines, avec les danses qui vont avec, sont censées amollir le cœur des animaux pour que le lendemain,
les hommes aient plus de facilité à chasser les animaux qui seront encore sous le coup de la séduction des champs et qui se laisseront évidemment plus facilement attraper. Donc voilà, l'utilisation des produits de la forêt ne s'arrête pas en fait au quotidien et au matériel, mais va beaucoup plus loin avec. Alors évidemment, il y a plein de rituels qui sont tous plus complexes les uns que les autres. C'est absolument passionnant, mais bon, voilà, je vous parle juste de celui pour la chasse. Alors pourquoi cette digression sur les pygmées baka? Parce que eux, comme les 350 millions de personnes qui vivent encore dans la forêt, sont directement touchés par la surexploitation des forêts et en particulier par la surexploitation des forêts tropicales. Forêt pour eux, c'est leur logis, c'est leur garde-manger, c'est leur pharmacie. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils sont chassés de ces forêts. Alors parfois de force, parfois simplement parce que ils ne trouvent pas suffisamment à manger. La communauté d'Otumquan avec laquelle j'ai passé un peu de temps nous disait que malheureusement, il n'y avait plus assez de nourriture, contrairement à ce qu'ils avaient eux-mêmes connu de leur vivant, c'est-à-dire il n'y a même pas 40 ans de cela, et ils arrivaient à chasser grosso modo ce qu'on a vu, une mangouste, un rat, quelques serpents, mais ça s'arrêtait là. Évidemment, plus de chasse à l'éléphant, plus de chasse aux gorilles, les gazelles, enfin toutes les antilopes de forêt, ils avaient de plus en plus de mal à les trouver. Et donc, c'était aussi une conséquence de l'exploitation forestière, puisque plus vous avez des pistes forestières qui ouvrent et qui rentrent dans les zones de forêt qui autrefois étaient inaccessibles, plus vous avez du braconnage. Et alors, le braconnage n'est pas seulement pour l'utilisation locale, dans le sens où on pourrait dire, mais oui, mais les gens ont besoin de protéines, ils ont besoin de chasser pour manger de la viande. Mais sauf qu'aujourd'hui, notamment en Afrique centrale, c'est créé une véritable économie de marché autour de ce qu'on appelle la viande de brousse, c'est-à-dire tous les animaux sauvages, et la majeure partie de cette viande de brousse part dans les villes parce que il y a eu une espèce de mode de ces animaux sauvages, notamment auprès d'une certaine élite. Et d'ailleurs, régulièrement, vous avez aussi de la viande de brousse qui arrive, par exemple, à Paris. Et c'est pareil, c'est pas pour les gens qui ont qui sont les plus modestes. Là, par exemple, pour acheter un morceau de gorille ou d'éléphant, il faut déjà avoir les moyens. Et évidemment, c'est totalement interdit. Sauf pour les populations autochtones auxquelles des rites particuliers sont attachés par rapport à ces chasses très particulières. Donc pour ces populations dites autochtones, la préservation de la forêt est évidemment essentielle car elle est garante de la préservation de leur tradition, de leur mode de vie, de leur culture. Alors pourquoi est-ce qu'on sonne tant la sonnette d'alarme sur les forêts tropicales aujourd'hui? Simplement parce que le constat, il est un peu sans appel. Les forêts ont nettement reculé, les forêts dites naturelles ont très reculé. On était à environ 15% des terres émergées il y a environ un siècle, on est à 5% aujourd'hui. Aujourd'hui, la superficie regroupe des forêts dites naturelles, c'est-à-dire quand on ne compte pas ce qu'on appelle les plantations et les monocultures d'arbres, c'est grosso modo un quart des surfaces émergées dans le monde. Alors, le déboisement s'est évidemment accéléré ces dernières années. Et aujourd'hui, on perd environ 13 millions d'hectares de surface forestière par an. Si ensuite on ajoute, si on réinjecte les zones qui sont replantées, la perte nette, c'est environ 8 millions d'hectares. Alors évidemment, toutes les forêts ne sont pas également touchées par cette déforestation à très grande échelle. C'est essentiellement la forêt tropicale qui est touchée de plein fouet par cette déforestation massive. Alors si on prend par exemple quelques pays pour faire la comparaison, la Russie qui a une zone de forêt absolument gigantesque avec la forêt boréale perd en gros 0,1 million d'hectares par an, alors que le Brésil va perdre 3,1 millions d'hectares par an. Et des pays comme l'Indonésie par exemple, en 20 ans, a perdu un tiers de son couvert forestier. Et si on remonte un peu plus loin en arrière, depuis 1960, elle a perdu entre 70 et 80% de sa surface forestière, ce qui est absolument énorme. Alors, est-ce que pour autant,
il faut s'arrêter totalement d'utiliser la forêt, mettre la forêt sous cloche. Bon, il faut quand même tout relativiser, d'autant plus que l'homme a toujours entretenu une relation très intime avec la forêt. D'abord, si on remonte très très loin en arrière, avant même que l'homme ait fait son apparition sur la planète, la forêt a eu un rôle très important. Alors les premiers arbres et les premières forêts ont fait leur apparition au cours de l'évolution il y a environ 380 millions d'années. À cette époque, le climat, grosso modo, c'était un peu une fournaise. Et l'arrivée de ces arbres et de ces forêts a eu pour effet, en fait, de jouer un peu le rôle de climatiseur, ce qui est le rôle qu'entretient toujours la forêt. Donc les températures ont commencé à baisser. Alors évidemment, tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, les températures ont baissé. Les arbres ont aussi favorisé un nouveau type de cycle de l'eau et le climat est devenu beaucoup plus clément et a favorisé l'arrivée de nouvelles formes de vie et notamment l'arrivée des mammifères. Et depuis toujours, nous, les hommes, on s'est abrités dans les forêts, on a utilisé la forêt pour faire des habitations, on l'a utilisée pour se nourrir, on a été chasser, cueillir, etc. Donc on a toujours utilisé cette forêt, alors de manière plus ou moins raisonnable. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques épisodes dans l'histoire de l'humanité qui ont montré une surexploitation de la forêt avec une disparition de certaines cultures. Vous avez un exemple qui est souvent utilisé, qui est celui de l'île de Pâques. En fait, l'île de Pâques auparavant était recouverte de forêts et c'était des arbres très intéressants pour fabriquer des pirogues et les habitants de l'île de Pâques chassaient le requin. Et ils ont coupé de plus en plus d'arbres pour faire de plus en plus de pirogues, pour chasser de plus en plus de requins. Sauf qu'il est arrivé un moment où l'écosystème forestier était arrivé à sa limite et s'est totalement écroulé. Impossible de régénérer la forêt. Alors évidemment, ça c'est pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais la disparition de la forêt a entraîné la disparition de la civilisation de l'île de Pâques. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est déjà arrivé. Et en fait, aujourd'hui, on est passé véritablement, comme je vous disais tout à l'heure, à une déforestation particulièrement intense. Alors ça a véritablement commencé avec la révolution industrielle et ça s'est encore amplifié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ? Parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà il y a eu un énorme besoin de matériaux pour la reconstruction de l'Europe et notamment de bois. Et ensuite, il y a eu l'apparition de machines qui sont les tronçonneuses ou les bulldozers et tout ce qui va avec, et qui a permis non seulement de couper les arbres beaucoup plus vite, mais d'aller aussi beaucoup plus loin dans des zones qui autrefois étaient inaccessibles. Et donc, on a eu une exploitation des forêts qui s'est nettement amplifiée après la Seconde Guerre mondiale. Alors, par contre, quand on regarde un peu les causes de cette déforestation, on a tendance à d'abord taper évidemment sur l'exploitation forestière, sur l'exploitation du bois, alors qui est certes une des causes de la déforestation et du recul des forêts, mais c'est pas la seule raison. Après, on peut dire mais oui, mais c'est aussi l'explosion démographique. C'est vrai qu'on est passé, la population a quand même, on a vu une explosion de la population depuis quelques siècles. Alors c'est aussi évidemment une raison à la base de cette exploitation forestière qui avance de plus en plus. Mais ces deux causes, si elles sont importantes, sont peut-être pas la cause majeure de la déforestation. Et les utiliser pour expliquer tout le processus de recul de la forêt serait vraiment trop simpliste. Alors certes, c'est deux acteurs, mais c'est pas l'acteur majeur. En fait, aujourd'hui, l'acteur majeur de cette déforestation intense, c'est tout simplement l'agro-industrie et cette agriculture de masse qui fait que vous avez des millions d'hectares de forêts qui sont rasés, convertis pour faire des plantations de palmiers à huile, des plantations de soja ou de l'élevage, par exemple, en Amazonie.
et aussi pour faire de la pâte à papier et ensuite planter des arbres à croissance rapide, ce qu'on appelle du fast-wood. Donc là, on est véritablement au cœur du problème. Se greffe évidemment là-dessus l'exploitation des bois dits précieux et l'explosion démographique. Mais le nœud, c'est véritablement le centre de cette déforestation, c'est vraiment l'agriculture, et non pas l'agriculture locale, mais l'agriculture de masse, l'agriculture des multinationales. Alors, un petit exemple pour vous parler justement de cette agriculture qui est en train de grignoter, de dévorer la forêt. Alors, comme je vous disais, moi, au départ, j'ai travaillé sur les orang-outans sur l'île de Bornéo, en Indonésie. Et si l'île de Bornéo était essentiellement couverte de forêts jusqu'aux années 60, aujourd'hui, vous avez la majeure partie des forêts qui a disparu. Alors d'abord, à partir des années 60, on a exploité cette forêt pour les bois précieux. En fait, quand Suharto est arrivé au pouvoir, il a modifié la loi forestière et permis l'exploitation massive et favorisé l'exportation aussi de tous ces bois précieux. Et à tel point que se sont installées de véritables mafias, des barons du bois, et qui ont évidemment exploité tout ce qu'ils pouvaient, même à l'intérieur des parcs nationaux, avec un système de corruption qui permettait toutes les dérives. Sauf que très vite, les essences intéressantes n'existaient plus. On les retrouve encore pour certaines, comme le merbau, par exemple, en Papouasie, dans la partie Irian Jaya de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il y avait presque plus d'arbres intéressants, et l'Indonésie s'est tournée vers une nouvelle manne, un or liquide qui est l'huile de palme. Alors l'huile de palme, qu'est-ce que c'est? C'est une huile qui est tirée d'un fruit, qui est la noix de palme, donc qui vient d'un palmier. Alors ce palmier est originaire d'Afrique de l'Ouest et a toujours été utilisé en Afrique de l'Ouest pour notamment la cuisine traditionnelle. Ça fait une huile assez orange dans laquelle on cuit de manière traditionnelle en Afrique centrale, mais essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et il a été introduit en Malaisie à la fin du 19e siècle par les colons, d'abord comme plante d'ornement, parce que c'est vrai que c'est un palmier qui est plutôt élégant, mais très vite les Malais ont senti que ce palmier avait un potentiel autre que celui de l'horticulture, et ils ont commencé à faire des essais et à le cultiver à plus grande échelle. Et au début des années 60, ils ont installer les premières monocultures de palmiers à huile et commencer à fabriquer de l'huile de palme en grande quantité. Alors je dis huile de palme, en réalité il y a plusieurs produits. De la pulpe du fruit on tire l'huile de palme, qui est cette huile orange, et de l'intérieur de la noix, on a un noyau un peu comme une amande, et là on tire autre chose qui est l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, on la retrouve plutôt dans les cosmétiques, les détergents, les peintures, et l'huile de palme dans tout ce qui est agroalimentaire. Et aujourd'hui, si vous regardez dans un supermarché, vous avez, on va dire, de l'huile de palme et de l'huile de palmiste absolument partout dans tous les produits. Donc la Malaisie avait véritablement senti le filon. Et entre 80 et 90% de sa déforestation est liée à l'expansion du palmier à huile. Alors évidemment, son voisin le plus proche, l'Indonésie, en voyant l'argent couler à flot chez les Malais, s'est dit nous aussi, on va faire du palmier à huile. Et ils se sont lancés dans les années 80 véritablement dans l'exploitation à grande échelle du palmier à huile. Et c'est ce qu'on voit là, on est en Indonésie, donc ce qui se passe, c'est qu'on rase la forêt et on installe des immenses monocultures de milliers, voire de millions d'hectares de palmiers à huile qui est essentiellement destiné à l'exportation. Alors je vous dirai après, je reviendrai dessus parce que ça a un impact majeur, notamment sur le climat. Alors pour revenir maintenant au bois. Donc comme je vous disais, l'homme a toujours utilisé du bois. Le bois est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et donc aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a environ la moitié de la production du bois qui va être utilisée comme bois énergie et l'autre moitié pour tout ce qui est bois d'œuvre.
Alors, évidemment, c'est inégalement réparti selon les pays et chaque pays a ses spécificités. Et en particulier dans les pays tropicaux, souvent la partie pour l'énergie est beaucoup plus importante que la partie pour le bois d'œuvre. Parce que souvent c'est la seule source de chauffage, alors non pas qu'il faille se chauffer particulièrement, mais il faut évidemment chauffer pour cuisiner. Et dans les pays tropicaux, le charbon de bois est la source d'énergie majeure. Alors, sur la photo, juste une petite explication. Sur la photo de gauche, vous êtes là dans une exploitation forestière au Cameroun, au sud du Cameroun, à côté d'une ville qui s'appelle Yokadouma. Et cette exploitation aujourd'hui a commencé à s'engager dans un processus de gestion durable par le biais d'une certification sur laquelle je reviendrai. Et un des volets, c'est d'essayer de favoriser aussi les populations locales qui vivent autour. Et ils leur permettent d'utiliser tous les déchets, tous les sous-produits de l'exploitation forestière pour fabriquer du charbon de bois. Pour fabriquer du charbon de bois. Ce qui permet justement de réduire la pression sur les forêts. Donc c'est particulièrement important puisque dans des pays comme par exemple Madagascar, la déforestation pour l'utilisation du charbon de bois par les populations locales est quelque chose d'absolument dramatique qui a rendu la majeure partie de Madagascar totalement chauve. Donc le fait de permettre aux populations locales d'utiliser les résidus et justement en contrepartie de les inciter à ne plus aller en forêt pour récupérer des arbres souvent avec des diamètres de tronc très petits, donc qui sont souvent des régénérations pour la suite, ça permet déjà de baisser un peu la pression sur la forêt. Alors pour revenir justement à la consommation de bois, vous avez la forêt tropicale grosso modo représente 20% de la consommation de bois mondiale. Et nous on voit quand même, on a l'impression de voir énormément de bois tropicaux arriver en France. Alors c'est vrai, sauf que l'Europe n'est pas forcément le plus gros importateur de bois tropicaux. Alors elle l'est tout en ne l'étant pas. Simplement parce que une partie va arriver sous forme de produits semi-transformés ou transformés. Et donc le principal importateur de bois brut va être l'Asie et en particulier la Chine. Et par exemple, en France, on va importer énormément de parquets déjà transformés, donc de bois déjà transformés en parquet ou en encadrement de fenêtres ou en portes qui passent par le biais de la Chine. Il y a notamment une ville en Chine qui s'est construite autour de l'industrie du parquet, essentiellement avec des bois en provenance d'Indonésie d'ailleurs, comme le merbau. Et donc la France ou l'Europe, de manière générale, va importer à la fois du bois brut, mais aussi énormément de bois semi-transformés ou transformés. Alors, comme je vous disais, parler de la forêt tropicale et de la déforestation, ça pourrait inciter les gens à ne plus utiliser le matériau bois. Alors, c'est vrai que quand on voit les conséquences de la déforestation, et en particulier en zone tropicale, la première réaction serait peut-être justement celle-ci, de boycotter tous les produits bois qui proviennent des zones tropicales. Alors, ça a été d'ailleurs une solution prônée par les ONG dans les années 70, sauf que ce boycott du bois tropical, sauf cas très particulier, n'a eu pour effet que finalement d'alimenter un commerce parallèle, un commerce totalement illégal sur lequel je vais revenir. Donc l'idée, c'est pas du tout d'arrêter de consommer du bois, mais de faire surtout très attention à la provenance et à la manière dont l'exploitation forestière est gérée. Alors parce que je vous apprendrai certainement rien en vous disant que le bois est un matériau particulièrement écologique. D'abord parce que le bois, ça stocke énormément de carbone. Donc une tonne de bois, par exemple, va stocker en gros 500 kg de carbone par le jeu de la respiration des arbres. Et le sol des forêts aussi, lui, stocke énormément de carbone. Ce qui est très intéressant aussi dans le bois, c'est que vous avez la fabrication de produits à base de bois est beaucoup moins consommatrice en énergie, moins gourmande en énergie que d'autres types de matériaux, comme probablement des matériaux type le béton et autres. Et le bois va utiliser aussi beaucoup moins
surtout aujourd'hui, va aller vers de moins en moins d'utilisation de produits toxiques ou de produits non respectueux de l'environnement. Et dernier point qui est particulièrement intéressant avec les préoccupations actuelles, c'est que tous les déchets de la filière bois peuvent être recyclés, et notamment recyclés sous forme de, par exemple, de granulés pour des chaudières. Alors ça, c'est vrai localement, comme je vous le disais avec la photo précédente, mais c'est vrai aussi en France, enfin en Europe de manière plus générale. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui particulièrement il faut faire attention à cette forêt? Pourquoi est-ce que c'est intéressant, enfin c'est essentiel aujourd'hui de ralentir cette déforestation, voire d'essayer de la stopper? Pour plusieurs raisons. Vous avez forcément entendu parler du réchauffement climatique, on en parle énormément, c'est un enjeu majeur, sauf que quand on essaye d'analyser ou quand on lit les médias, souvent les seuls responsables pointés du doigt vont être l'industrie lourde, vont être les transports et en particulier les transports aériens. Alors si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, ceux qui émanent de l'industrie lourde, c'est grosso modo 14%, ceux du transport aérien, c'est entre 3 et 4%. Si maintenant on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, on arrive à entre 20 et 25% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc on est à une autre échelle, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi est-ce que cette déforestation va générer autant de gaz à effet de serre? Tout simplement, d'abord pour une raison, parce qu'il y a énormément de machines qui entrent en jeu, donc des machines qui fonctionnent au pétrole, mais ce n'est pas la raison la plus importante, parce que ça pourrait presque être anecdotique. Mais c'est parce que quand on convertit des zones forestières en zones de culture, comme je vous ai montré avec le palmier à huile, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est notamment le cas en Indonésie. Pour déforester à moindre coût, on met le feu, tout simplement. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 97-98, ces feux de forêt avaient fait un peu la une des médias internationaux parce qu'ils avaient généré un tel nuage de fumée que ce nuage était arrivé jusqu'à Singapour, jusqu'au nord de l'Australie. Tous les hôpitaux étaient bondés de gens qui avaient des problèmes respiratoires et donc on en avait abondamment parlé, mais évidemment on avait trouvé le coupable idéal qui s'appelait El Niño. Alors El Niño, c'est une oscillation climatique qui fait que vous avez une alternance tous les 4-5 ans avec une saison très sèche et puis vous avez la Niña avec une saison très humide. Et cette année-là, en 97-98, c'était une année à El Niño et donc on a blâmé cette sécheresse particulièrement importante par rapport à tous ces feux de forêt. Sauf que, évidemment, en se penchant sur ces feux de forêt, on s'est aperçu que 75% des foyers n'étaient pas du tout d'origine accidentelle, mais avaient été allumés sciemment par les hommes, et en particulier dans les exploitations de palmiers à huile, pour agrandir les zones de palmiers à huile. Alors c'était il y a 15 ans, mais depuis, on n'en parle plus. Sauf que, évidemment, ça continue et chaque année, à la saison sèche, c'est exactement le même scénario qui se reproduit, sauf que plus personne n'en parle. Vous avez les exploitants qui allument des feux et qui déforestent comme ça à moindre coût, mais sur des milliers d'hectares. Et alors, c'est particulièrement dramatique parce que on est dans des zones de plaine et particulièrement dans des zones de forêts de tourbières. Donc les forêts de tourbières, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles ont un sol qui est très riche en carbone et surtout, contrairement à la plupart des sols tropicaux qui sont relativement pauvres, là vous avez des sols avec de la tourbe sur parfois plusieurs mètres de profondeur et quand cette forêt brûle, elle peut brûler pendant plusieurs mois. Et donc les émissions évidemment de CO2 sont absolument colossales. Et c'est notamment ces émissions de CO2 qui rentrent dans ces 20 à 25% et qui font qu'elles sont si importantes. Et quand on regarde aujourd'hui les principaux émetteurs, les principaux pollueurs en termes de pays, vous avez la Chine, les États-Unis, les deux premiers, et le troisième c'est l'Indonésie. Simplement pour cette raison-là, parce que l'Indonésie met le feu à ses forêts pour installer des vastes monocultures de palmiers à huile. Donc là, les forêts, la déforestation est responsable du réchauffement climatique et pas de manière anecdotique.
Et puis je vous parlais tout à l'heure du rôle de climatiseur, il y a 380 millions d'années de ces forêts, mais sauf que ce rôle de climatiseur, elles ne l'ont pas abandonné en route et elles continuent à l'avoir. Et ces forêts donc permettent on le voit avec quand elles disparaissent, vous avez des émissions de gaz à effet de serre et un effet sur le réchauffement. Mais ces forêts, c'est véritablement un climatiseur dans le sens où elles absorbent une partie de l'énergie solaire et évidemment, elles en rejettent une petite partie dans l'atmosphère. Alors c'est tout un phénomène, mais si vous coupez la forêt, les rayons du soleil qui vont arriver sur le sol nu vont repartir en quasi-totalité vers l'atmosphère, d'où un réchauffement plus grand que si vous avez une forêt qui en absorbe la majeure partie. D'autant plus que la forêt joue aussi un rôle dans le cycle de l'eau, elle autogénère les pluies. En tout cas pour une grosse partie. Vous avez des scientifiques qui ont fait une étude en Amazonie et qui ont montré que la moitié des pluies qui tombaient sur la forêt amazonienne étaient issues directement du recyclage par les arbres eux-mêmes, par le biais de la transpiration des arbres. Et depuis quelques années, cette année encore, depuis 2005, les sécheresses se succèdent en Amazonie, des sécheresses qu'on n'avait jamais observées auparavant, avec des fleuves ou des bras de fleuves qui s'assèchent totalement et les études montrent que c'est directement lié à la réduction de la couverture forestière. Et puis dernier point, les forêts, les arbres vont aussi absorber des polluants et vont aussi en fait détoxifier l'atmosphère de certains de ces polluants, dont des polluants qui sont des gaz à effet de serre. Et évidemment, cette disparition des forêts, ça bouleverse aussi les modes de vie des populations autochtones, mais pas seulement. Je vous ai dit, il y a 350 millions de personnes qui vivent dans les forêts, mais si on regarde maintenant la population qui dépend des ressources forestières pour vivre, là on atteint les 2 milliards, ce qui est absolument colossal. Alors soit ce sont des gens qui dépendent directement pour leur survie des ressources de nourriture dispensées par la forêt. Je vous parlais tout à l'heure, en tout début, des mangroves avec les poissons, les crevettes, etc. Vous avez énormément de gens qui dépendent de la source de nourriture dans ces mangroves, mais vous avez aussi des gens qui construisent une petite économie autour des ressources forestières, par exemple avec le rotin, avec quelques fruits, avec des plantes médicinales. Et évidemment, la disparition de cette couverture forestière va influer à moyen terme et à long terme sur ces 2 milliards de personnes. Et donc, vous allez avoir des problèmes de plus en plus criants d'insécurité alimentaire et de pauvreté. Alors, quelles sont les solutions? Parce que c'est joli de faire un constat qui est quand même relativement noir, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions pour faire face à cette déforestation et aux bouleversements qui s'en suivent? Alors, je vous disais, la solution, c'est pas de boycotter le bois tropical, sauf que déjà, on n'est pas forcément obligé d'utiliser à chaque fois du bois tropical. On a longtemps vanté les qualités du bois tropical par rapport au bois local, sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, notamment avec des nouvelles techniques comme ce qu'on appelle la rétification, donc traitement par la chaleur, que certaines essences peuvent acquérir des propriétés similaires à des essences tropicales. Et puis vous avez des arbres qui proposent des propriétés de résistance en extérieur, par exemple, qui sont très similaires à celles d'essences tropicales. Et donc, il est important déjà au départ de voir si on peut pas aussi favoriser peut-être un bois local plutôt qu'un bois tropical, puisque on sait qu'on a quand même des alternatives et des choix qui peuvent se faire dans les bois locaux, d'autant plus qu'on vit dans des pays, en Europe, on a énormément de forêts et de forêts exploitées, donc avec une ressource bois qui est particulièrement importante. Alors, c'est pas du tout lisible, je suis désolée, mais par exemple, si vous comparez une essence tropicale qu'on voit assez souvent, qui est le CIPO, et si vous essayez de chercher une essence à peu près similaire, alors le CIPO est utilisé par exemple en menuiserie extérieure, en bardage, en contreplaqué, en plaquage. En fait, vous avez exactement l'équivalent en essence locale qui va être le mélèze. Alors certes, c'est pas tout à fait la même couleur, mais par contre, c'est grosso modo exactement les mêmes propriétés. Alors, quelques petits exemples de construction en bois avec des bois soit locaux, soit des bois tropicaux. Alors, si on part tout en haut, c'est l'intérieur d'un haras qui a été construit en cèdre rouge, donc là, un cèdre nord-américain.
À droite, vous avez une maison individuelle dite bioclimatique. Donc avec l'idée, c'est de limiter au maximum les pertes d'énergie. Et donc là, vous avez toute la maison, l'ossature, le bardage qui est fait en Douglas, donc en Douglas issu des forêts françaises. En dessous, vous avez un autre type de construction qui, lui, a été fait en Douglas aussi et en chêne. Et enfin, pour une essence tropicale, il y avait eu un projet sur un musée de l'huître à Marennes. Et là, vous avez l'utilisation en d'Itoba, qui est un bois tropical d'origine sud-américaine, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez pas mal d'exemples. Par exemple, si vous allez sur le site de la CNDB, et là, vous avez à la fois un catalogue en fait de toutes les essences, avec chacune des propriétés, avec vraiment toutes les informations qui concernent chacune des essences, tant locales que tropicales. Et vous avez aussi plein d'exemples de construction de bois. Et ils ont aussi des petites publications. Je crois qu'ils ont un petit livret qui s'appelle le B.A.B.A. du bois. Donc je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Je pense qu'ils seraient ravis de vous les envoyer. Donc voilà, pour vous dire que le bois est largement utilisé et peut être énormément utilisé. Alors maintenant, comment est-ce que il faut faire attention par rapport aux achats de bois qu'on peut faire, alors soit en tant qu'individu, en tant que consommateur, soit vous en tant que futur architecte. Je vous disais, il y a un problème de l'origine de ces bois et notamment un problème de légalité. Alors la légalité, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est plutôt l'illégalité. Alors l'illégalité est pas du tout anecdotique. Il faut savoir que grosso modo, 40% du bois qui arrive en France, encore aujourd'hui, provient à une origine totalement illégale. Alors illégale, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. Soit ça va être une essence qui n'a pas le droit d'être exploitée dans le pays où elle est exploitée ou qui n'a pas le droit d'entrer dans le commerce international. Le merbau, par exemple, qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est très réglementé au niveau du commerce international et pourtant il est encore exploité et il fournit encore notamment des parquets. Donc là, on est dans l'illégalité. Après, ça peut être des arbres, des grumes qui sont exploités à l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve. Et donc là, on est encore dans l'illégalité. Mais ça peut être aussi, dans une concession forestière, tout ce qui est plus légal, un arbre qui est coupé en deçà de son diamètre légal. Et alors ces diamètres, tout ça c'est fixé par la loi forestière du pays. Et évidemment, si on ne respecte pas cette loi forestière, on est dans l'illégalité. Donc ça regroupe beaucoup de choses, mais 40% du bois qui arrive en France est quand même d'origine illégale, ce qui est quand même une question qui n'est pas une question majeure. Et si on regarde les pays producteurs, l'Indonésie par exemple, c'est plus de 70% du bois qui sort de l'Indonésie qui est du bois illégal. Et vous avez par exemple 50% qui vient du Brésil, ou 47%. Et évidemment, ce qui favorise cette illégalité, c'est aussi toute la corruption qu'il y a notamment dans ces pays où c'est très facile pour vous, pour les exploitants forestiers, d'avoir le bon tampon au bon endroit qui certifie que le bois est tout à fait légal tout d'un coup. Et cette corruption, à tous les niveaux politiques, fait que cette illégalité est particulièrement criante dans des pays comme en Afrique centrale ou comme en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de lutter contre cette illégalité sous la pression des ONG ? L'Union européenne s'est enfin attaquée au problème. Bon, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, mais le 10 octobre dernier a été votée une loi qui, par contre, n'entrera en vigueur qu'en 2013 pour justement lutter contre les importations de bois illégal. Alors cette loi, elle n'est pas encore tout à fait, disons qu'elle ne suit pas toutes les recommandations qui avaient été faites par les ONG. Il y a encore quelques brèches à l'intérieur, donc je pense qu'elle va être retravaillée très certainement. Mais voilà. On a enfin réussi à avoir une loi qui va essayer de s'attaquer de front à ce problème de l'illégalité, qui est un problème majeur, puisque en plus vous pouvez contribuer à cette déforestation sans même le savoir. Alors, comment est-ce qu'on peut justement
essayer de limiter son utilisation de bois illégal en se fiant à un label. Alors il existe aujourd'hui plusieurs labels de gestion durable de la forêt. Alors évidemment, tous les labels ne sont pas forcément identiques. Sans faire de mauvais jeu de mots, je dirais qu'il y a une forêt de labels de gestion durable, mais que grosso modo, vous en avez un seul auquel vous pouvez réellement vous fier et qui garantit une véritable gestion durable à plusieurs niveaux. C'est le label que vous avez ici, qui est le label FSC. Alors FSC pour Forest Stewardship Council. Alors ce label a été créé en 1993. En fait, il a été mûri longtemps avant par une ONG qui s'appelle Friend of the Earth, qui est en fait les Amis de la Terre, mais la branche anglaise, et qui voulait véritablement aider les consommateurs en apposant un logo sur le bois qui résultait, si vous voulez, d'une exploitation légale et durable. Sauf qu'évidemment, quand ils ont émis cette idée, ils se sont opposés à des lobbies de l'industrie forestière particulièrement forts et cette création du label a été repoussée jusque dans les années 90 et a été créée en fait avec l'aide de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Alors, c'est un label qui garantit à la fois une gestion durable en termes écologiques, mais aussi en termes sociaux et en termes économiques. Parce que, évidemment, il faut quand même qu'une exploitation forestière soit viable économiquement. Ça paraît peut-être évident, mais ça ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que cette gestion durable et ce label est quelque chose d'assez lourd. Donc, il faut quand même rester dans quelque chose qui soit viable au niveau économique. Alors, comment est-ce que ça se passe ? En fait, le FSC, donc, qui est une structure totalement indépendante, qui est sous forme où interviennent à la fois les exploitants forestiers, les ONG et différents acteurs du domaine public. Elle a établi 10 principes et 56 critères de bonne gestion forestière et qui vont regarder à la fois la survie de la forêt en tant qu'écosystème, mais aussi des paramètres sociaux, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui vivent à l'intérieur des forêts puissent continuer à vivre à l'intérieur des forêts ou que les gens qui travaillent dans l'exploitation forestière travaillent dans de bonnes conditions. Alors comment est-ce que ça se passe ? Quand vous voulez adhérer au FSC, vous envoyez un courrier et vous allez passer toute une série d'audits successifs. On va vous demander de faire évidemment des modifications à votre gestion forestière. Et quand vous aurez rempli tous ces critères et tous ces principes, vous allez avoir un dernier audit. Et si vous remplissez toutes les conditions, vous allez enfin pouvoir apposer votre label FSC. Alors, quelques exemples sur ce qu'on va pouvoir demander quand on entre dans un système de gestion durable FSC. Par exemple, tout simplement que les ouvriers qui travaillent dans l'entreprise forestière travaillent dans des conditions maximales de sécurité. Quand vous allez en Afrique centrale ou en Asie du Sud-Est, il n'est pas rare que vous voyez les bûcherons en tongs et sans aucune protection. Donc, si vous voulez avoir votre critère FSC, votre logo FSC, il faut que les gens qui travaillent pour votre exploitation forestière aient des casques, des chaussures de sécurité, qu'ils aient suivi des formations pour abattre les arbres dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour ne pas trop détruire l'environnement autour, mais aussi pour eux ne pas risquer l'accident. Donc ça, c'est par exemple un des aspects. Évidemment, respecter le code du travail, offrir des infrastructures telles que dispensaires, écoles aux familles des ouvriers. Donc ça, c'est tout le volet social par rapport aux gens qui vont travailler dans l'exploitation forestière. Et pour revenir aux populations pygmées, il y a une entreprise forestière qui s'est engagée justement dans cette certification FSC et qui a travaillé notamment avec des ethnologues pour voir comment on pouvait concilier à la fois la gestion forestière durable et le mode de vie des populations pygmées. En l'occurrence, là, on est au nord du Congo, donc on est chez les Mbengele. Et donc, ils ont développé, après discussion avec les pygmées et avec le travail de l'ethnologue, 2 projets différents. Alors, le premier, c'est ce que vous voyez tout en haut, c'est une radio qui s'appelle Biso na Biso, qui veut dire ensemble en langue baka.
Et en fait, cette radio permet d'instaurer un dialogue entre les populations autochtones qui vivent dans la forêt et l'entreprise forestière. Donc c'est une radio qui va émettre des programmes en une dizaine de langues pygmées, plus le bantou, plus le français. Les pygmées vont communiquer entre eux grâce à cette radio, ce qui était auparavant quasi impossible. Et vont aussi communiquer avec les exploitants forestiers. Et inversement, les exploitants forestiers vont expliquer ce qu'ils vont faire, dans quelle zone ils vont commencer à exploiter les arbres, etc. Et le dialogue qui n'existait pas auparavant entre les exploitants et les populations, aujourd'hui s'est créé et ça semble relativement bien fonctionner. Et le deuxième projet qui a été créé au sein de la même exploitation forestière, c'est ce qu'on appelle la cartographie participative qu'on voit juste à côté avec la petite carte et le petit GPS. Et donc, avec l'ethnologue, les pygmées ont mis au point un GPS avec des petits symboles. Et en fait, ils vont cartographier la zone de forêt dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire qu'ils vont repérer tous les arbres qui leur sont essentiels. Par exemple, vous avez des sapélies qui abritent des chenilles, donc c'est un arbre en plus qui est souvent exploité, parce que très intéressant pour ses qualités, sauf qu'il abrite une chenille qui s'appelle Imbrasia, et cette chenille est une source de protéines essentielle pour les populations pygmées. Et donc, ils vont cartographier tous les arbres à chenilles qui, pour eux, sont absolument essentiels. Ils vont aussi cartographier les arbres sacrés au pied desquels ils ont enterré leurs ancêtres, ou les portions de rivières dans lesquelles ils vont régulièrement pêcher. Et l'exploitant forestier va s'engager à ne pas couper ces arbres-là ou à ne pas détruire trop intensément ces zones-là en amenant ces engins, etc. Et jusqu'à maintenant, il y a eu vraiment un vrai dialogue et qui permet une cohabitation qui semble durable pour le moment entre l'exploitation forestière et les populations autochtones. Alors voilà à quoi ressemble grosso modo la répartition des zones de forêt certifiées FSC aujourd'hui. Alors c'est environ 130 millions d'hectares. Alors la majeure partie, alors plus vous allez vers des verts foncés, plus le pourcentage d'exploitation en termes de superficie sont certifiés FSC. Donc les zones qui sont les plus avancées en termes de gestion durable FSC, c'est le nord du continent américain et la zone la Russie. Et puis vous voyez que vous avez des zones qui sont quasiment vides, notamment l'Afrique centrale. Et là, le frein majeur, c'est les problèmes de corruption et les problèmes d'instabilité politique. On voit ça encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça n'arrange évidemment pas les choses pour les gens qui vivent sur place. Alors pourquoi, donc, à travers tout ce que j'ai essayé de vous raconter, pourquoi est-ce que vous, architectes, futurs architectes, c'est si important de faire attention justement à cette légalité, à cette certification, à ces forêts? Tout simplement parce que vous êtes au milieu, vous êtes en fait entre la forêt et le bâti. Et il semblait, notamment à la Fondation Chirac, qui est à la base de ce cycle de sensibilisation, de mieux connaître le rôle des forêts, de mieux connaître ce que c'est qu'une forêt tropicale en particulier, parce que souvent c'est la méconnaissance qui fait que on ne fait pas forcément les choses comme on pourrait le faire pour que ce soit durable et responsable, si on peut dire. Et donc, voilà, ce que j'ai essayé de vous exposer, c'est vous donner quelques éléments pour que la forêt soit pas quelque chose de totalement, enfin la forêt tropicale en particulier, soit peut-être pas quelque chose de totalement abstrait, et essayer de vous montrer à quoi elle servait, et que ce n'était pas uniquement une forêt qui se situait à des milliers de kilomètres de là, et dont, enfin, comment dire, et que notre action ici en Europe paraissait bien lointaine par rapport à ces forêts tropicales. En réalité, justement, nos actions et nos achats et nos utilisations ici en Europe ont effectivement des impacts majeurs sur ces forêts qui se trouvent en Asie du Sud-Est, en Amazonie ou dans le bassin du Congo. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.